Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Carré, j'ai pas du tout 30 ans, j'ai 49 ans et je suis donc la doyenne de cette table ronde. On a aujourd'hui 4 invités qui, eux, ont entrepris à moins de 30 ans. Je vais vous les présenter rapidement et on va partir pour 3 quarts d'heure de conférence. Alors, nous avons à l'extrême droite, à l'extrémité de la droite, nous avons Arnaud, décidément. Arnaud Richir, qui est donc franchisé sur un réseau qui s'appelle Ewigo, qui est un réseau d'intermédiation automobile. À sa gauche, Armand, qui est donc chasseur immobilier, qui est franchiseur pour un réseau qui s'appelle Zestia. Nous avons Anaïs, qui est franchisée pour un réseau qui s'appelle Babichou, que tout le monde connaît, en tout cas quand on a eu des enfants. Et Luc, qui est franchisé pour un réseau qui s'appelle Vie et Véranda. On est parti donc pour 45 minutes. Vous savez que, enfin peut-être que vous savez ou pas, il y a moins de 20% des moins de 30 ans qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Il y a encore un peu de boulot. Alors on va discuter avec nos 4 invités de comment faire quand on a envie de se lancer si on a moins de 30 ans. Ben, comme tous les âges, il y a des avantages, des inconvénients, des atouts. Et on va voir avec eux les spécificités et les réalités de cet âge-là. On démarre sans plus attendre. Ils ont décidé un jour de se lancer. Leurs proches ont réagi. Alors moi, les miens, quand je me suis lancée à 23 ans, ils n'étaient pas super fans. Hein. Bon. Alors Arnaud, les vôtres, ils ont réagi comment quand vous avez dit que vous alliez vous lancer ? Un peu de la même façon. J'étais en CDI dans une entreprise, en banque, dans une grande entreprise. Et quand je leur ai dit que j'allais quitter mon emploi pour me lancer à mon compte, il y a eu surtout de la crainte. Et on m'a dit, est-ce que tu es vraiment certain de vouloir faire ça, de vouloir te lancer à ton compte et de quitter un emploi salarié pour l'inconnu ? Et je pense que par mesure de protection, ils m'ont découragé de me lancer à ce moment-là. Et puis bon, au bout d'un moment, ils ont compris mon choix, ils ont compris ma volonté de me lancer. Et ils ont fini par valider le projet. C'était important pour vous qu'ils valident le projet ? Ou vous auriez fait quand même ? J'aurais fait quand même. J'avais signé en fait avant de leur en parler. Mais ce qui était important pour moi, c'était que ma compagne valide le projet. C'était la seule condition. Et elle avait validé le projet ? J'ai changé de compagne. Non, je plaisante. Alors ça, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Je l'ai gardé. Les autres, comment vous avez eu des réactions de soutien ? Moi, j'ai une maman qui n'était pas du tout de ce monde-là, donc elle n'a pas forcément compris. Elle comprend pas forcément encore. Et un père qui a une entreprise, donc lui, il est plus dans ce côté-là, mais il se prend au quotidien pour mon patron. Donc c'est plus lui faire comprendre que j'ai pas forcément besoin d'avoir des challenges tous les jours, mais tout va bien du côté. C'est un mentor un peu trop proche peut-être. Exactement. Ouais. Donc les tenir à distance, mais en même temps on a besoin d'eux. Pas simple. C'est ça. Armand et Luc ? Eh bien, je leur ai pas donné le choix, tout simplement. Bah voilà. Parce que ils m'ont dit. Le petit Victor est attendu. Je leur ai dit que le projet, ils m'ont dit mais t'es complètement fou comme d'habitude. Donc ils m'ont dit est-ce que j'ai le choix de donner mon opinion ? J'ai dit bah dis-moi les difficultés. J'ai pris les difficultés on va dire en cours de route, mais disons qu'ils m'ont plus après épaulé, plutôt dire bah tiens t'as pensé à ça, oui, non, tiens t'as pensé à ça, que se dire attention, parce que dans tous les cas j'allais le faire. Je leur ai dit commencez pas à vouloir me dire que c'est une mauvaise idée, parce que c'est pas une bonne réflexion. Donc du coup c'est pour ça qu'ils m'ont plus épaulé à plus de la prévention, mais pas de ralentissement. Et vous ? Alors Nathalie, merci de me poser la question. Je vais essayer de faire la transition avec la prochaine d'ailleurs. L'entrepreneuriat, pour moi, ça a toujours été une façon d'être. Ça n'a pas été un choix, c'est pas quelque chose qui vient de la tête, c'est quelque chose qui vient du cœur. Et quand l'entrepreneuriat vient du cœur et qu'on a ça dans nos tripes et dans notre essence, et ben en fait, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'ai été entrepreneur, même avant mes 18 ans. Aujourd'hui, et c'est pour faire la transition, donc aujourd'hui, j'ai 24 ans, j'ai monté 4 sociétés. Ma première société a été à l'âge de mes 19 ans, qui était une boîte dans l'événementiel. La deuxième structure a été un cabinet immobilier. La troisième a été un cabinet de courtage. Et la quatrième, en fait, c'est tout simplement un réseau de franchise.
Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être exposant au Salon de la franchise. J'ai 24 ans, je suis à la tête du réseau et je représente une innovation dans le métier de l'immobilier parce que je prends complètement le contre-pied de l'agent immobilier à travers un accompagnement exclusif du candidat acquéreur. Donc l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose qui me parle et mes proches ne sont jamais intervenus dans une quelconque décision parce qu'ils ont toujours su que dans tous les cas, j'en faisais qu'à ma tête et que j'avais cet esprit et cette volonté d'agir. Bon, donc si depuis tout petit, vous en avez toujours fait qu'à votre tête, ça passera beaucoup mieux auprès de vos parents, a priori. En tout cas, sur cette relation avec les proches, sachez que c'est quand même un élément important, parce que c'est quand même un gros changement de vie. Et si vous n'avez pas, à un moment donné, le soutien de vos proches, effectivement, le quotidien peut être compliqué, surtout à un moment donné quand on a des enfants, qu'on se marie, etc. Donc le soutien des proches, c'est bien de se les mettre dans la poche, à un moment donné en tout cas, pour avancer. Alors vous avez effectivement, Armand, parlé de ce monde de l'entrepreneuriat chevillé au corps. Ouais, certains, ça prend du temps à venir, d'autres, c'est depuis tout petit. Certains, ça s'exprime par des projets de création ex nihilo. D'autres, ça s'exprime au sein de l'entreprise en faisant de l'intrapreneuriat, en montant des projets. Mais effectivement, il y a quelque chose un peu au niveau des tripes sur l'entrepreneuriat. Mais quand même, quand on se lance avant 30 ans ou même à 25 ans, on n'a pas d'expérience, non? C'est un peu casual d'aller de se lancer, non? Bon, moi, j'ai fait 23, donc je vais me taire, mais non? C'est tout à fait vrai. Alors moi, il faut contextualiser. Replongez-vous en 2018-2019 et imaginez-vous moi sans barbe, qui fait tout chétif, tout mignon. Et en fait, je me positionne en tant que courtier en prêt immobilier à l'âge de 19 ans. Et en fait, à l'époque, les mœurs, en France en tout cas, le stéréotype d'un courtier en prêt immobilier, c'est un ancien gérant de banque, c'est un ancien assureur qui a une longue barbe blanche et qui parle un peu comme le père Fouras à base de questions. Et donc, en fait, la crédibilité pour moi était quelque chose d'hyper compliqué. Parce que quand à 19 ans, je démarche des banques, je passe pas du tout par la grande porte. Quand je démarche des apporteurs d'affaires qui sont des agences immobilières, parce que l'économie dans ce milieu-là, c'est ça. C'est des agences immobilières qui nous envoient leurs propres clients pour que nous, courtiers, on les accompagne dans le financement. Allez dire à un agent immobilier d'une trentaine, quarantaine d'années que le gamin de 19 ans, en fait, il va pouvoir l'accompagner sur son crédit, c'est très compliqué. Et moi, vis-à-vis de moi, j'avais pas si peur que ça, parce que j'étais entouré. J'étais peut-être indépendant, mandataire, mais j'étais associé à un organisme qui, eux, bénéficiait d'une véritable expertise. Et ça a été dur pour moi de gérer cette crédibilité, de gérer cette jeunesse pour accompagner du coup mes premiers clients. En effet, je suis tout à fait d'accord. Quand je me suis lancée en franchise, je n'avais pas encore 27 ans et donc déjà l'âge nous désavantage. Mais en plus, être une femme, je ne vous dis pas ce que ça peut donner auprès de certains hommes de plus de 60 ans, le regard qu'on peut avoir au quotidien. La différence avec ce que tu as dit, pour moi, c'est qu'être en franchise, c'est un accompagnement à tous les niveaux. Au niveau des banques, ça a été absolument pas compliqué pour moi d'avoir un crédit. J'ai fait une banque. Je me suis présentée auprès d'une banque, j'ai eu mon crédit tout de suite parce que chaque franchise a des prestataires et ces prestataires-là permettent de croire en notre projet parce qu'ils connaissent la franchise, ils connaissent la renommée et c'est un appui énorme qu'on peut avoir. Donc finalement, vous disiez quand on a préparé la conférence que vous avez fait du droit dans votre expérience à l'école. Oui, moi j'ai un parcours de droit, donc j'ai un master de droit, mais certaines connaissances que je n'avais pas, comme par exemple la comptabilité, aucune connaissance dans la comptabilité, et pour ça j'ai choisi de totalement déléguer cette partie-là. Je passe par des comptables, c'est leur métier, ils sont professionnels, ça m'intéresse peu, alors j'essaie de m'y intéresser parce que malheureusement ou heureusement, on est obligé de s'y intéresser un minimum, mais chacun son métier. Moi, c'est pas mon cœur de métier. Il y a des personnes qui le font très bien et je leur fais totalement confiance là-dessus. Luc, vous aviez un BTS en négociation relation client. Vous avez mis les pieds en fait dès vos études dans le sujet des vérandas. Donc finalement, vous, l'expérience, vous l'avez acquise.
Exactement. Je suis issu d'un père qui est du milieu du bâtiment et en fait on parle de véranda mais on parle beaucoup d'agrandissement aussi dans le réseau Vie Véranda parce qu'on agrandit une maison, on ne fait pas une simple véranda. Maintenant les vérandas où il fait froid l'hiver et chaud l'été, ça n'existe plus beaucoup ou les gens ne veulent plus. Donc du coup il faut avoir vraiment cette compétence de véranda mais après tout un lot on va dire du bâtiment, que ce soit électricité, maçonnerie, etc. Et c'est là où par contre avec l'âge je rejoins mes collègues, c'est que il faut toujours plus prouver quand on est jeune que quand on a 40 ans. C'est bête à dire, mais tout le monde, une personne qui a 23 ans qui veut faire une extension à 50 000 euros, on a plus de mal à donner les 50 000 euros à une personne de 23 ans qu'à une personne de 45 ans. C'est pas faux. C'est pas faux. Et je pense que c'est pareil pour les enfants, et je pense que c'est pareil pour un appartement. Donc du coup, il faut avoir ce bagage-là, c'est ce que je forme mes commerciaux là-dedans. Et par contre, dès qu'on a prouvé, automatiquement le regard change et c'est grâce à ça que les gens donnent confiance. Donc c'est pour ça que ce bagage-là m'a beaucoup servi parce que il faut toujours plus prouver quand on est jeune que quand on a 35 ans. Moi j'avais des commerciaux de 35-40 ans, ils y connaissent rien. Les clients, ils les écoutent, mais comme c'était la Bible, hein, et même ils disent des bêtises, je les reproche. Non, là c'est pas possible, il ne faut pas dire ça. mais c'est comme ça, on est jeune, il faut prouver. Pour prouver, il faut apprendre, il faut travailler. Il n'y a pas de secret. Armand, vous êtes passé, vous... Arnaud, décidément. Mais il faut dire aussi, je vous ai mis côte à côte, en plus Arnaud, c'est quand même idiot de ma part. Mais quelle erreur! Non, mais quelle erreur! Arnaud, vous êtes passé de la finance à l'automobile. Oui. Mais du coup, vous y connaissiez rien en voiture? Vous êtes Non. lancé? Ouais, pas du tout. En fait, j'y connaissais rien et j'y connais toujours rien. Ah bah écoutez, parfait, on est ravis. Et je plaisante. Je rejoins Luc, en fait, il faut travailler énormément pour gagner sa crédibilité. Pourquoi est-ce que je suis passé de ce milieu-là, enfin de la finance à l'automobile? C'est simplement parce que je cherchais un business model qui me paraissait cohérent. Et j'avais pas forcément d'appétence pour un milieu ou pour un autre. Et je suis rentré dans ce milieu-là par rapport au business model. Ah, d'accord. Alors, si vous deviez résumer, allez, prenez 2 secondes pour réfléchir. Le truc qui vous a le plus servi pour justement, alors vous deux, vous avez dit, on a beaucoup travaillé, mais quand même, face à votre premier client, vous étiez jeune, le truc qui vous a permis d'asseoir votre crédibilité alors que vous n'aviez pas d'expérience? Je pense qu'en fait, quand on est jeune et qu'on se lance au début, mais c'est pareil pour toutes les activités, hein. Au début, on se casse la gueule. Une première fois, une deuxième fois, une Comme troisième un fois. enfant qui apprend à marcher. Exactement. En clientèle, à chaque fois, une première fois, on va faire une erreur. On va dire quelque chose, ok, on va comprendre que c'est pas la chose qu'on aurait dû dire. Et la fois d'après, ça se passe mieux. Et la fois d'après, ça se passe encore mieux. C'est l'expérience tout simplement. Mais chaque personne est passée par là et dans l'entrepreneuriat, c'est exactement le même principe. Et je pense que quand on commence l'entrepreneuriat à 20 ans, à 25 ans ou à 30 ans, c'est exactement la même chose qu'à 50, 55 ans, 60 ans. En fait, à 20 ans, on se plante tout autant que quand on en a 50. Quand on fait quelque chose de nouveau, on se trompe. Exactement. Donc apprendre, s'exercer. Oui, et je pense qu'il faut avoir une excellente connaissance de notre métier. Et c'est comme ça que le respect vient petit à petit. On peut avoir des clients ou même des prestataires, des personnes qu'on rencontre au quotidien, qui ont des entreprises. Et bien connaître son métier et savoir faire notre domaine, ça permet d'asseoir notre crédibilité. Aujourd'hui, vous n'avez plus de problème de crédibilité parce que vous êtes encore jeune quand même. Au niveau client, prospect, je ne pense pas personnellement, parce que maintenant le bouche à oreille a fonctionné, il y a des avis, Google par exemple ou autres, qui permettent de rendre plus crédible l'entreprise malgré une patronne plus jeune. Après, au quotidien, oui, on peut rencontrer, pour moi je reste là-dessus, mais des hommes souvent plus âgés qui ont une attitude... Certains m'ont pris pour une petite assistante, c'est pas très grave, moi ça me fait sourire. Et pouvoir s'introduire dans des discussions desquelles ils nous écartent, ça assoit notre crédibilité, donc c'est très bien. Oui. Je voudrais juste rebondir un point. Il y a une... Alors je ne sais pas si c'est qu'en France, mais en tout cas en France, il y a une espèce de mœurs sociétales où en fait on est catégorisé. D'accord ? On est dans des cases. Et en fait, la plupart des gens n'arrivent pas à concevoir qu'on puisse passer d'une case à une autre.
Et le passage, nous, de ce qui nous concerne sur la thématique, le passage de la case enfant à la case professionnelle, eh ben, c'est la même problématique que quand on fait, par exemple, comme Arnaud, une reconversion. En fait, c'est la même chose. Et c'est comme quand quelqu'un de 40 ans en fait, se reconvertit dans un autre domaine. On a un problème d'illégitimité, on a un problème de confiance en soi, mais qui vient à la base de nous. Et si moi, j'ai un conseil peut-être à donner sur ma petite expérience, c'est de dire qu'en fait, dans tout projet de votre vie, il y a une première phase où il faut jouer le rôle. Il faut essayer de se mettre dans la peau du personnage. Parce que le fait de soi-même se dire « Ok, aujourd'hui, je me lance dans les voitures, eh ben, ok, je suis professionnel. Je m'y connais dans les voitures. » Et le fait de jouer ce jeu, de jouer ce rôle, eh ben, rapidement, on va pouvoir l'associer avec nos valeurs profondes, avec notre personnalité. Et en fait, ce rôle ne va plus devenir un rôle, mais ça va devenir nous, en fait. Un nouvel état, un état professionnel. Ce n'est pas votre vous perso, mais c'est votre vous pro qui sera en fait taillé un petit peu comme un diamant, comme on peut tailler un diamant, et qui sera en fait en adéquation avec vos valeurs, votre personnalité, et ça deviendra derrière naturel. Il y a peut-être un point par rapport à ce que vient de dire Armand, c'est effectivement la notion de valeur. À partir du moment où vous faites quelque chose que vous incarnez en termes de valeurs qui sont parfaitement alignées avec qui vous êtes, bah en fait, vous êtes crédible. Vous pouvez avoir 45 ans et parler d'un truc où finalement, vous le faites parce que c'est du business, mais vous n'y croyez pas, bah, vous ne serez pas crédible. Donc c'est vraiment, à partir du moment où tout est aligné, en fait, l'autre en face le ressent. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas des cases et que parfois, ce n'est pas compliqué. Donc tout part de nous, c'est ça? C'est ça, tout part de nous. Et oui, c'est un peu ça, surtout en entrepreneuriat. Merci. Alors, on continue dans ce qu'on peut rencontrer quand on a moins de 30 ans et qu'on veut se lancer. C'est l'argent. L'argent, on a travaillé un tout petit peu ou pas du tout. Parfois, on entreprend, on sort de l'école. Alors, moi, je suis allée voir papa et maman. Bon, mais ça ne marche pas à tous les coups. Du coup, comment on fait pour se lancer et aller chercher des financements ou pour se financer quand on a 200 € ou 500 € sur le compte en banque et peut-être un peu de difficulté, effectivement, à trouver du crédit auprès des banquiers. Anaïs? Alors, pour parler de mon expérience personnelle, donc quand j'ai ouvert, quand je me suis lancée en franchise, j'avais donc quasiment 27 ans. J'avais pas mis beaucoup d'argent de côté, j'avais exactement 3 000 € de côté. Ma sœur m'a prêté 5 000 €, donc j'avais 8 000 € d'apport personnel. Et je suis allée voir des organismes comme France Active. Je peux le conseiller vraiment à tout le monde, ça a été très rapide. C'est des organismes qui sont là pour prêter à taux zéro pour un apport personnel justement auprès des banques. Ils m'ont prêté 8 000 € à taux zéro et surtout on garantit mon prêt bancaire. Ce qui a permis aux banques d'avoir une totale confiance puisque en cas d'échec, ça leur permettait de retrouver 80% du prêt qu'ils allaient me prêter. Donc très honnêtement, ils n'avaient pas beaucoup de risques à me prêter de l'argent. Et cette garantie-là, je l'ai eue contre 900 €. Ce qui n'est pas grand-chose dans un projet professionnel. Donc je le conseille à tout le monde. Il y a des organismes donc, comme France Active, BPI France, Initiative France. On peut aussi se rapprocher des communes, des départements. Il ne faut pas oublier qu'une commune a tout intérêt d'avoir des nouveaux entrepreneurs dans sa ville, puisqu'on va embaucher des personnes. Il y a plein de choses. La chambre de commerce, on en discutait tout à l'heure avec Nathalie. La chambre de commerce et d'industrie de sa ville, moi j'ai commencé par là. Ça a été ma première étape. Je suis allée voir la chambre de commerce. Ils peuvent vous aider à faire votre business plan. Ça peut être des économies. Un business plan auprès d'un comptable, c'est entre 800 et 1 000 €. La chambre de commerce, si vous avez un peu de temps, peuvent vous aider gratuitement, si je ne me trompe pas. Oui, enfin, il y a des prises en charge. Il y a des prises en charge, ouais, mais voilà, c'est quand même bien moindre. Fin, oui. Ouais. Et du coup, au niveau financement, il faut pas voir. Moi, ce que j'ai compris par la suite, c'est que l'argent professionnel, que ce soit des prêts, un apport personnel, ça n'a rien à voir avec l'argent personnel. Le professionnel, c'est de la trésorerie, c'est de l'argent, ça rentre, ça sort. Il y a des sommes énormes qui vont sortir chaque mois, des sommes énormes qui vont rentrer aussi, selon les modèles, selon les domaines. Et il ne faut pas penser à titre personnel. Faut comprendre aussi que de l'investissement, par exemple investir dans un projet, finalement, tant que le prêt est remboursable comme des charges mensuelles, se dire par exemple, voilà, je vais avoir entre 800 et 1500 € mensuellement de prêt à rembourser, ça fait partie des charges, mais chaque mois, je rentre, j'en sais rien, peut-être pour commencer 10 000 € par mois, finalement ces 1500 € là, c'est pas grand chose, et donc ça permet de financer mon projet. Merci. Ouais.
Luc, vous étiez, enfin Véranda, c'est bâtiment, c'est pareil, c'est des investissements, c'est un secteur compliqué. Alors, j'ai eu pas du mal, mais c'était problématique parce que on a besoin de beaucoup plus d'immobilisation. C'est-à-dire que moi j'ai 2 équipes de pose, 2 commerciaux, donc 2 équipes de pose, ça fait 4 salariés poseurs, un maîtreur, une comptable, j'ai une dizaine de salariés. En gros, on a dû avoir à peu près 350 000 € de prêts. Donc disons que c'était plus complexe parce que du coup j'ai dû être épaulé par un avocat. Donc je pense pas que c'est comparable. Alors moi j'étais bien épaulé par un avocat. J'ai eu l'aide de la BPI, moi personnellement. Parce que 300, enfin, un gros 400 000 à se faire prêter par les banques, c'était compliqué. Donc les financements, c'était assez lourd en termes de temps et de durée surtout. C'est qu'en fait, les comptables, les avocats, la BPI, faut être très optimiste et positif parce que c'est des choses qu'on ne comprend pas forcément et on se dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lâche ou est-ce qu'on lâche pas? Parce que quand l'avocat demande que dans ce paragraphe-là, c'est mal noté par rapport à ce que demande la BPI, moi j'avais 26 ans, j'ai fait une licence, mais c'est pas pour autant que je suis connaisseur là-dedans. Donc moi si j'ai juste un conseil à donner, c'est de se dire que dans tous les cas, que ça soit compliqué, 10, 15, 500 000, le business model, c'est le plus important. C'est que du coup, quand on voit que le business model, ça tourne, il faut y croire. Après, à moindre échelle ou pas, hein, mais c'est surtout le business model. C'est quand le business model est bien ficelé avec son comptable, automatiquement, on se dit, oui, c'est des grosses sommes. Par contre, on voit qu'on fait tant de vérandas par an, ça rembourse les crédits des camions, ça rembourse, comme elle a dit, ma chère collègue, et c'est surtout le business model. Et plus le business model est carré, plus on a de légitimité auprès des banques et de l'avocat. Ce qui est l'avantage effectivement de la franchise, c'est que les business models, ils sont validés, revalidés, revalidés. C'est quand même l'avantage. Quand on se lance avec sa propre idée, le business model, il se valide en marchant. Exactement. C'est vrai qu'on parle de notre vécu, mais le fait d'avoir aussi un franchiseur, ça te permet de dire, bah tiens, est-ce que d'autres personnes qui sont en place, est-ce que je me plante ou est-ce que je me plante pas? Est-ce que mes frais de fonctionnement par rapport à 4 vérandas remboursés sur 7 ans, est-ce qu'ils ont les mêmes choses que moi? Et ça permet aussi d'être rassuré en disant, oui, ce que je prévois, c'est réaliste, parce que d'autres personnes le font. Parce que mine de rien, quand on voit les lignes à la fin et que c'est pas notre argent, hein, c'est pas notre argent personnel, mais on voit quand même, nous on facture à peu près 1,5 million par an. Quand on voit à la fin c'est 1,5 million, on se dit ouais mais comment je vais faire 1,5 million juste en posant de la véranda? Et en fait du coup, quand on fait une bonne segmentation et bien accompagné par le comptable, ça passe. Ça passe. Bon, sachez qu'en France, vous avez la chance d'être dans le meilleur pays pour entreprendre. Il y a plus de 3000 aides disponibles. Alors après, le seul truc à faire, en fait, c'est d'évaluer la rentabilité de chaque aide. Combien de temps ça me prend de faire ça par rapport à ce que ça me rapporte? Voilà. Et parfois, passer un an à aller chercher 100 000 € de fonds, c'est peut-être plus facile d'aller chercher effectivement réseau initiative plus réseau entreprendre plus et ça va beaucoup plus vite. Mais il y a quand même un écosystème extrêmement favorable pour tout l'entrepreneuriat. Anis, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais rajouter plusieurs petits points. Au niveau financement, quelque chose d'important, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de personnes jeunes dans le public. Essayer de pouvoir bénéficier de l'ACRE quand vous laissez en entreprise. Pour moi, ça a été hyper important. L'ACRE, c'est comme le chômage. Ça veut dire que pendant 2 ans, les 2 premières années d'entreprise, on a le droit d'avoir des mensualités, un salaire qui tombe chaque mois grâce à Pôle emploi, parce que vous avez travaillé avant, évidemment. C'est pour ça que vous en bénéficiez. Mais pour moi, c'est important. Ça veut dire que tout l'argent que j'ai intégré dans mon entreprise depuis 2 ans, c'est rentré en trésorerie. Et j'ai pas dû me soucier surtout de devoir me sortir un salaire très rapidement, d'avoir ce stress supplémentaire. Le salaire commence à partir de 2 ans d'entreprise, de vie d'entreprise. Du coup, c'est complètement faisable. Et un autre point auquel je pensais,
comme tu disais tout à l'heure, on commence à avoir de l'argent sur un compte, à avoir des jolies sommes, mais on n'oublie pas quand même une chose, c'est que c'est l'argent de l'entreprise, c'est pas notre argent. J'ai déjà entendu des parcours de certains franchisés qui dépensent à outrance dans les restaurants, des notes de frais, ce genre de choses. Non, ça reste une trésorerie qui est quand même parfois qui peut être un peu bancale. Il faut faire attention, c'est pas notre argent. Vous n'avez pas, voilà, faire des restaurants toutes les 3 secondes. Et j'en ai entendu. Donc, il faut faire attention. Une trésorerie, elle peut être très belle un mois et le mois suivant un peu moins jolie. Donc, autant la garder pour les mois futurs. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais il y a des trucs qui s'appellent des plans de trésorerie, des tableaux de bord, justement pour piloter avec et faire un peu attention pour éviter certaines situations comme on a connu comme dans Covid où les patrons n'avaient plus rien devant eux et se retrouvaient vraiment en difficulté. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur les financements ou Moi, j'ai un petit point à rajouter. On parle de financement avec des gros volumes. En fait, le mot entrepreneur, il a aussi sa limite en France. On parle autant d'un entrepreneur, de quelqu'un qui monte une auto-entreprise pour en fait se sentir libre, se sentir heureux et s'épanouir lui-même de son côté. Qu'on parle en fait, on utilise le même mot entrepreneur pour le gars en fait qui veut avoir une grosse société et qui, comme Luc, en fait, va vouloir avoir des salariés, va vouloir se développer, aller chercher le million, etc. Moi, pour le coup, au début, j'étais simplement en auto-entreprise. J'ai commencé avec 2 000 € et j'avais aucun besoin de financement. L'auto-entreprise, le besoin de financement que j'avais, c'était simplement mes parents. Donc j'étais hébergé et puis j'ai sacrifié mon indépendance pour limiter les charges fixes. Mais en fait, outre ce modèle-là, l'auto-entreprise m'a permis de générer quelques 50 000 €. Ces 50 000 € m'ont permis de monter donc l'année qui a suivi et d'autofinancer ma première structure. Derrière, j'ai fait les 100 000, donc j'ai pu financer la deuxième structure. Et là, aujourd'hui, pour créer une franchise, je vais peut-être révéler un secret. Et moi, c'est une toute petite franchise. Mon réseau, il est tout petit, il est tout naissant. J'ai un demi-million d'encours de dette. Mais pour le coup, ça dépend de la volonté de chacun. Et en fait, l'auto-entreprise, ça peut permettre d'entreprendre à moindre coût. Et c'est vraiment un sujet sur lequel il faut vous pencher aussi, quoi. Oui, en fait, ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Armand, c'est il y a des chemins, tous les chemins sont possibles en fait en France. À partir du moment où on connaît votre but, alors que ce soit avec votre réseau, avec votre franchiseur ou avec votre chambre de commerce ou avec d'autres acteurs, à partir du moment où on connaît votre but, on va vous aider à construire le chemin. Et il n'y a pas un chemin. Enfin, je connais des entrepreneurs qui avaient moins de 10 000 € qui ont levé 500 000. Mais alors en additionnant, c'est pas un problème. Il y a des chemins avec des étapes, et donc c'est la chance qu'on a en France. En revanche, il faut connaître les dédales pour aller dans les chemins, parce que sinon ça peut être long. Effectivement, on peut se perdre. Effectivement. Oui. Et j'avais juste un point. En fait, l'avantage surtout aussi de la franchise, c'est que quand vous allez voir la banque, d'un point de vue plutôt traditionnel, si on prend la plupart des franchises qui sont aujourd'hui, il y a un droit d'entrée et il y a un investissement bancaire à aller chercher. La plupart des franchises, elles ont déjà des bilans de franchisés. Donc quand vous allez voir les conseillers professionnels avec les bilans de franchisés déjà en place, ça les rassure. Et donc vous venez, vous dites, bon bah ok, par rapport à une zone de chalandise qui correspond à ma ville, bah regardez, j'ai 5-6 bilans qui correspondent à ce même secteur-là. Et voilà à peu près les résultats que font mes homologues. Donc c'est beaucoup plus simple. Alors, je résume. On a donc des proches à convaincre, mais qui, a priori, bon, finalement, chacun fait ce qu'il veut. C'est parti quand même. Finalement, l'expérience, pas beaucoup d'expérience, c'est pas un problème. En tout cas, on gère. Quand on est déterminé à se lancer, on gère. Les financements, ça se gère. Ouais. OK. Alors, on continue cette fois-ci sur quelque chose qui se gère aussi, mais qui est quand même et qui n'est pas qui demande peut-être un peu plus d'expérience. Cette espèce d'ascenseur émotionnel que d'être chef d'entreprise, puisque à un moment donné, chef d'entreprise avec des salariés ou pas, comment on gère ce marathon sur la durée quand on n'a effectivement peut-être pas beaucoup de recul et d'expérience dans la vie professionnelle? Comment on fait ça pour tenir le choc? Alors chez moi, c'est apéro le vendredi soir à 18h, mais chacun sa technique. Ça en fait partie. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut déjà il faut une bonne stabilité personnelle. Enfin, je pense que la stabilité, au moins être bien dans sa vie perso. Enfin, c'est à mon sens pas simple de se lancer dans l'entrepreneuriat si vous êtes dans une situation personnelle qui est pas stable. Enfin, il faut quand même se le dire. C'est un marathon et le marathon il commence avec le premier kilomètre qui est quand même assez difficile.
on commence par une côte. Et après, bon, c'est plus agréable, mais une bonne stabilité. Et puis, bien sûr, être bien entouré avec un entourage et certains exutoires, le sport, la fête, l'apéro, ce que vous voulez, quoi. Il faut des exutoires. Et pas oublier, comme tu disais, c'est vraiment pas un sprint, une entreprise, c'est un marathon. Chaque jour, chaque mois, vous allez atteindre des objectifs. Et juste après, finalement, cet objectif, il faut savoir s'en contenter et être heureux. Personnellement, j'ai encore du mal à me faire à ça. C'est vrai qu'on a toujours envie de plus, tout le temps. Et du coup, à quel moment ça s'arrête, cette envie d'aller toujours plus haut? Je n'ai pas la réponse sur cette question, personnellement. Et savoir bien s'entourer. Que ce soit des proches, pas forcément. Moi, je sais que mes proches sont pas, même mes amis, sont pas forcément dans l'entrepreneuriat. Donc, évidemment, qui s'y intéressent, mais à minima. Par contre, il y a des groupes d'entrepreneurs qui existent. Alors, par exemple, moi, c'était le Centre des jeunes dirigeants, le CJD. Ça existe partout en France, c'est reconnu même au niveau politique, etc. Et ça me fait du bien de les voir une fois par mois et de discuter avec des personnes qui ont des entreprises plus ou moins grosses, parfois énormes par rapport à la mienne, parfois plus petites. Mais on voit qu'on a tous les mêmes problématiques à n'importe quel niveau de trésorerie, de financement et à n'importe quel niveau, tout court. S'entourer, oui, quel que soit, ça c'est essentiel, prendre du recul et faire une pause. Alors juste un conseil, il y a des entrepreneurs qui ne s'arrêtent jamais. Sauf qu'en fait, vous aurez toujours un mail qui va arriver, vous aurez toujours un client qui va vous demander un devis, il y aura toujours un truc en plus. Donc si vous décidez pas que mercredi soir c'est foot ou que vendredi soir c'est babif, en fait, chacun fait ce qu'il veut, ou dîner en famille, c'est pas les clients qui vont le décider pour vous en fait. Donc c'est vraiment une négociation de vous avec vous pour dire là, c'est mon temps à moi, à ma famille, à mes amis, peu importe, mais quelque chose qui me fait du bien à moi. Elle a 49 ans, la dame, elle a 25 ans d'entrepreneuriat, elle était chef d'entreprise, elle a passé 18 ans avec un entrepreneur. Elle voit à peu près de quoi elle parle. Donc si à un moment donné, vous négociez pas que stop, ça ne tiendra pas. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Même si il y a rien de plus agréable que d'être chef d'entreprise et c'est le métier. Voilà, je pense que c'est le plus beau métier du monde. Mais malgré tout, de temps en temps, il faut aussi dire stop. Et ça marche aussi quand on est salarié, d'ailleurs. Savoir couper. Moi, pendant un temps, ça a été non-stop, je sais pas, 8h, 7h30, 8h à 22h le soir pour la perso, par contre. Pour la partie, par exemple, comptable, c'était le soir en plus du travail et samedi, dimanche compris, etc. Ça a tenu un temps. Et là, par exemple, en octobre-novembre, je sais que j'ai eu une perte de motivation énorme. J'avais plus forcément envie d'aller travailler. J'avais plus l'envie. Et je l'ai retrouvé en faisant un break en décembre, en prenant des vacances, entre guillemets, hein, je travaille toujours, mais pendant un temps, en coupant un peu la vie d'entreprise. Et c'est ça qui m'a permis de me remotiver, de retrouver cette envie. Parce qu'on est seul face à soi-même hein, quand on a une entreprise. C'est notre boulot, c'est nous qui produisons. Donc il faut savoir tenir sur la durée, c'est très très important. Donc trouvez votre routine. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont mis en place une petite routine. Alors le matin, le midi, peu importe. Un petit truc qui aide à se mettre en jambes, à décompresser quand ça commence un peu à... Mais voilà, la petite routine, elle aide aussi à gérer le long terme. Alors, en plus, là, il y a des salariés. Moi, pour ma part, moi c'est le squash. Ah ben voilà, squash. Moi c'est le squash, sinon j'en prends un pour taper l'autre, donc au bout d'un moment. Moi c'est le squash, après chacun a ses exutoires, moi c'est le sport. Donc moi je pense que prendre un moment pour soi c'est excessivement, je fais exprès de prendre ce mot, excessivement important, parce que sinon ça peut pas marcher. Deuxième chose, on peut tenir la distance, je pense, en faisant, alors je sais pas qui, moi je cours aussi pas mal, je fais des trails. Il faut prendre étape par étape. C'est-à-dire que si on prend la pile des problèmes à gérer de la journée, on se dit, ouais, laisse tomber. C'est pas possible. Il faut plutôt prendre étape par étape. On se dit, bon, ok, ça je mets de côté. On prend ça. Et au fur et à mesure de la journée, il faut être efficace bien sûr, mais c'est prendre les choses étape par étape et pas être dans la négative. C'est dire, bah, ok, d'accord, il y a ça comme souci. J'ai 20 soucis à gérer. Et ben, je prends un par un. Et on a à la fin de la journée, les 20, on les a fait, quoi. Mais voilà. Par contre, il faut prendre étape par étape. Parce que si on se dit, là, ça va être compliqué, c'est mort. Déjà, on va mal faire, on va pas prendre du plaisir. Donc, vraiment, sur la durée, prendre étape par étape. Je pense que pour moi, c'est... C'est le principe du Mont Blanc. Hein. Si vous voulez attaquer le Mont Blanc direct, ça marche pas. Alors que si vous faites le premier village, puis le deuxième gîte, puis le troisième gîte, petit pas par petit pas, ça fonctionne. Alors justement, vous disiez qu'il y avait aussi ce sujet de management. Vous avez des collaborateurs qui sont en même temps
plus jeunes que vous, ce serait compliqué. Mais vous avez des collaborateurs plus âgés que vous. Comment on est crédible face à des collaborateurs qui sont plus âgés? Et déjà, comment ils vous considèrent? Enfin, à part le patron, bien sûr, mais... Alors pour ma part, oui, j'ai des collaborateurs, en tout, j'ai 27 collaborateurs, et j'en ai qui sont plus jeunes, et j'en ai qui sont plus âgés. J'ai appris aussi, il y a quelques années, je me suis remis en question, mais j'ai été faire une formation sur le management. Parce qu'en fonction des âges, en fait, j'ai appris qu'il y avait des générations X, Y, Z, et que ça se manageait pas pareil. Et du coup, en fait, ces formations-là, grâce au CJD notamment, m'ont permis d'apprendre à travailler avec des collaborateurs plus âgés. L'avantage, c'est que quand on est patron, c'est nous qui faisons le chèque à la fin du mois. Donc généralement, il y a quand même un lien hiérarchique qui est assez naturel, qui est quand même plus facile que quand on est manager dans une boîte en tant que salarié et qu'on doit manager des gens un peu plus âgés. Là, à la fin du mois, c'est nous qui faisons le chèque, donc on a quand même une petite légitimité, petite, il faut quand même la gagner, mais ça aide aussi. Et au-delà de ça, le management aujourd'hui, c'est quand même énormément de remise en question. Et je pense qu'il n'y a pas un management par rapport à un collaborateur plus âgé. Ça dépend surtout du tempérament du collaborateur. Enfin, moi, je dois avoir une dizaine de collaborateurs qui sont plus âgés que moi. Et j'en ai aucun que je manage de la même façon. Et il n'y en a aucun qui me voit de la même façon parce qu'ils ont tous leur prisme. Mais oui, effectivement, c'est l'équité dans le management. Donc encore une fois, il faut apprendre. Les autres, Anaïs, vous avez des collaborateurs? Oui, dans les salariés que je peux avoir, bien sûr, il y a des personnes plus âgées. Alors, en tout cas, pour ma part, c'est une catégorie à part. L'avantage, c'est que ces personnes-là savent ce qu'elles veulent. Vu qu'elles ont bien travaillé avant, elles savent exactement ce qu'elles veulent, c'est cadré, elles ont leurs critères, leurs conditions. Mais par contre, à contrario avec les générations plus jeunes, elles vont pas s'arrêter du jour au lendemain, elles vont nous parler dès qu'il y a un problème et du coup ça va tenir sur la durée. Donc c'est des générations totalement différentes avec des avantages, des inconvénients, mais comme n'importe quelle personne présente ici. Vous deux? Moi, pour ma part, le management, ça va être toujours un mystère pour moi, personnellement. Ça s'appelle les relations humaines, en fait. Voilà, c'est un truc de dingue. Et en fait, du coup, pour ma part, je fais exactement comme on aimerait que j'aimerais qu'on comporte avec moi. C'est-à-dire que je me mets toujours à la place de la personne en face. Au tout début, il y a de la réticence. Moi, j'avais un commercial, il avait 58 ans. On le voyait dans son regard que le message passait pas. Et je lui ai dit, mais Alain, outre le fait, dis-moi comment je peux t'aider. Dis-moi comment je peux t'aider. Et après, en se mettant à la place des personnes qui sont en face de nous, automatiquement, en fait, ils vont se dire, en fait, non, il n'est pas contre moi, il est avec moi. Parce que c'est bête à dire, mais une personne qui est plus âgée, j'ai l'impression qu'ils se disent, oui, il veut montrer qu'il est le patron. Alors que c'est pas forcément le cas. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut faire des choix. Quand on est patron, faut faire des choix. Mais les choix, on les fait ensemble. Et donc, du coup, moi, je manage tout le monde de la même façon en disant comment je peux t'aider. Je me mets à ta place. On voit ce qui nous fera avancer ensemble. Et automatiquement, il y a cette relation humaine qui, alors pas amie, parce que ce sera impossible d'être ami avec son salarié, son collaborateur. Mais au moins, on est un groupe, on est ensemble. Et donc, c'est pour ça que, pour ma part, parce qu'en plus de ça, c'est que moi, j'ai des poseurs, j'ai des commerciaux, comptables, conducs de travaux. Donc, un poseur ne va pas réfléchir de la même façon qu'un commercial. Donc, ça, c'était compliqué au tout début. En fait, en se mettant à la place de la personne en face, on s'y adapte. Et pour moi, c'est vraiment se mettre à la place des gens. Mais c'est le rôle de l'entrepreneur. C'est Philippe Bloch qui avait dit ça un jour, le fondateur de Columbus Café, pour ceux qui ont plus mon âge. C'est un entrepreneur, ça importe des problèmes et ça exporte des solutions. Voilà. Sauf que ça doit faire ça 100 fois par jour.